Bonjour, nous sommes vendredi 24 juin. Il est 17h30 à Moscou, 16h30 à Paris. Et comme d'habitude, nous sommes ravis de vous recevoir, de vous retrouver plus exactement, plus que de vous recevoir. Mais on va recevoir tout à l'heure la communauté française, tout de suite après ce Zoom d'ailleurs, dans la salle L'Isospace à côté de la Chambre. Et on sera ça commence à 19h, pardon. Donc, je suis un petit peu perturbé par les photos de Pavel avec les talibans. Que nous saluons. On a une première question qui nous demande quelle sera la fréquence des points cet été et est-ce déjà planifié? Alors oui. Et la réponse est oui. Alors, pour être un petit peu plus précis que ça, Pavel ne le sait pas encore, c'est lui qui va faire tous les Zooms cet été. Entre le 14 juillet et le 31 août. Voilà, donc... Fréquence quotidienne. On va continuer jusque la semaine prochaine, on fait 3 Zooms. Du 1er au 15 juillet, on fera 2 Zooms le mardi et le jeudi. On fera 2 Zooms donc pendant 15 jours. Et puis, à partir du 15 juillet, on ne fera plus de Zoom du 15 juillet au 1er septembre, sauf s'il y a urgence, si tout d'un coup il y a une actualité qui nécessite une information, on la fera. Parce que nous serons tous assez dispersés. Donc, on va être entre Moscou et puis la France et voir d'autres points de Russie. Mais on se recontactera et on vous préviendra par mail, bien évidemment. Mais s'il y a vraiment une urgence, une véritable urgence, on fera des Zooms. Donc, 2, 3 la semaine prochaine, 2 Zooms pendant 15 jours et plus de Zoom du 15 juillet au 1er septembre. Voilà. Sauf urgence. Mais ayant dit tout ça, on me demande y a-t-il une version pour les enfants? On va y réfléchir. Sur celle pour les adultes actuellement. Arnaud, sur ce commencement un petit peu sérieux, est-ce que tu peux, tu es tout seul aujourd'hui puisque notre ami Igor est lui parti en long week-end, donc il est sur les routes en ce moment de Russie pour rejoindre Vladimir. Il n'y a que les chefs qui travaillent. Et notre ami Gilles Chenesso est lui parti aussi, je ne sais pas où, et nous le saluons parce que je crois qu'il nous regarde aussi. Donc on pense à toi, Gilles. Mais Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé sur un plan politique, économique et diplomatique? Merci Président, bonjour à tous. Une actualité somme toute fournie, surtout d'ailleurs dans le domaine diplomatique, mais quelques mots tout d'abord d'économie, un chiffre qui peut paraître anecdotique, mais qui révèle quand même une tendance. Une étude conduite par la Banque de Russie révèle que la part des personnes ayant payé des biens ou des services en espèces l'an dernier s'élevait à 33%, contre 71 en 2015. Donc on voit que l'usage du cash en Russie recule de façon spectaculaire. Politique intérieure et société, une déclaration de M. Peskov, porte-parole du Kremlin, qui indique que la ligne directe du président aura lieu un peu plus tard, je cite, dans l'année. L'année dernière, elle avait eu lieu le 30 juin. Et par ailleurs, aucune précision n'a été apportée sur la date de l'adresse annuelle de Vladimir Poutine à l'Assemblée fédérale, dont la dernière édition remonte au 30 avril 2021. Tu peux expliquer ce qu'est la ligne directe pour nos auditeurs français, enfin nos auditeurs en France plus exactement? Alors, la ligne directe, c'est un format qui existe depuis de longues années, probablement 15 ans, peut-être d'ailleurs depuis le début de la présidence de Vladimir Poutine. Donc, le président répond aux questions de la population. Il y a des duplex qui sont organisés voilà, sur tous les sujets. Évidemment, tout ça est très organisé, certains diront filtré, mais c'est un événement important. C'est partie de ces rituels politiques qui jalonnent l'agenda généralement de l'année politique en Russie, au même titre que l'adresse à l'Assemblée fédérale. Et de même que la grande conférence de presse qui, elle, a généralement lieu en décembre. Donc, pourquoi
Les dates ne sont pas fixées et pourquoi elles n'ont pas eu lieu? Tout simplement parce que l'affaire ukrainienne n'est pas terminée et qu'il est difficile d'envoyer des messages dans ce contexte-là. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Deux autres nouvelles, deux autres signaux. Le cinéaste Alexandre Sokourov, qui a été empêché de quitter le territoire russe à la frontière finlandaise, en tout cas qui a été retardé et qui a renoncé à prendre son avion pour Milan, où il devait se rendre pour participer à un jury, pour des motifs qui ne sont pas très clairs. Autre signal, beaucoup plus récent, qui date d'aujourd'hui, une perquisition au centre Yeltsin à Ekaterinbourg. Des officiers, des agents du FSB cherchent ce qu'ils soupçonnent d'être une littérature extrémiste, je cite. En l'espèce, il s'agit de livres publiés par Mémorial, qui a été, vous le savez, dissoute. Et donc, il est probable que le FSB ait trouvé dans la bibliothèque du centre Yeltsin des livres ayant été publiés par une organisation reconnue depuis comme extrémiste. Tout ça fait suite à des critiques publiques très virulentes à l'égard du centre Yeltsin, de la part, entre autres, d'un autre cinéaste, M. Mikhalkov, du présentateur Solovyov. Donc tout ça ne tombe pas du ciel en réalité. Tout ça fait suite à des attaques de la part de personnes proches du pouvoir ou faisant partie du pouvoir. Politique étrangère. Pour la première fois depuis longtemps, il y a quelque chose à dire sur le processus diplomatique. Alors, non pas que les négociations aient repris, mais le ministre ukrainien des Affaires étrangères, M. Kouleba, a laissé entendre hier, dans un entretien au Corriere della Sera, que des discussions pourraient reprendre sur la base des frontières du 24 février. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que la Crimée reste à part, alors qu'on entend des choses parfois assez étonnantes en provenance de Kiev, et surtout que l'Ukraine, de nouveau, évoque la perspective de négociations. Et Sergueï Lavrov lui a répondu en quelque sorte hier en indiquant que si l'Ukraine consentait ou daignait reprendre les négociations, ça se ferait en fonction, évidemment. En tout cas, les discussions se feraient sur la base des réalités du terrain. Terrain où je signale que les choses évoluent, non pas rapidement, mais malgré tout assez sûrement, si j'ose dire, dans le Donbass. Autre actualité diplomatique, vous en avez forcément entendu parler, l'octroi à l'Ukraine et à la Moldavie du statut de candidat à l'Union européenne, alors que la Géorgie n'est que candidat potentiel. On en avait parlé lors de nos dernières séances, je ne reviens pas là-dessus, s'il y a des questions, j'y répondrai. Le dossier de Kaliningrad, là aussi qu'on avait évoqué précédemment, Dmitri Peskov, donc porte-parole du Kremlin, qui déclare qu'il faut se préparer au pire, je cite, tout en indiquant que Moscou souhaite un dénouement positif. Et du côté de Bruxelles, une petite musique qui est en train de changer, semble-t-il, je reste prudent. Monsieur Borrell a indiqué hier qu'il n'était pas question pour l'Union européenne de bloquer ou d'empêcher le trafic entre Kaliningrad et la Russie, et que les sanctions auxquelles a fait référence la Lituanie pour motiver sa décision, eh bien ces textes allaient être passés en revue. Alors ça n'a pas valeur de désaveu de Vilnius, mais à mon avis, ça prépare malgré tout une forme de compromis, en tout cas une forme de recul. Je pense en tout cas que certaines, en tout cas c'est mon interprétation, certaines capitales européennes ont découvert la décision des Lituaniens sans être consultés et ne sont pas très heureuses à la perspective de voir s'ouvrir, si ce n'est un nouveau front, en tout cas de nouvelles tensions en Baltique. Le patron de l'Ermitage, le musée de Saint-Pétersbourg, M. Protrovski, qui annonce un moratoire d'1 an sur les prêts et les échanges d'œuvres d'art avec l'Europe et les États-Unis. Voilà, il y a 2 dernières nouvelles, pardon, importantes. Une visite de 2 jours
du président Loukachenko, non pas à Moscou, mais à Zavidovo, donc une résidence qui était d'ailleurs l'une des résidences préférées de Boris Yeltsin, où Vladimir Poutine ne va pas très souvent. C'est à Zavidovo, ça dure 2 jours, c'est intéressant parce que c'est long. D'habitude, Loukachenko vient pour quelques heures, là il va rester. Et surtout, une autre rencontre était prévue pour la semaine prochaine, à Grodno, en Biélorussie. Ça veut dire que les deux hommes ont des choses importantes et urgentes à discuter, probablement en lien avec Kaliningrad, peut-être aussi en lien avec l'Ukraine. Enfin, une visite de 2 jours, là encore, de Sergei Lavrov à Téhéran. Alors, pensait-on, on sait que la question des sanctions a été discutée. La Russie cherche à s'enrichir, si j'ose dire, de l'expérience iranienne en matière de contournement de sanctions occidentales. Il a aussi été question, bien sûr, de l'accord sur le nucléaire. Et Lavrov est arrivé quelques heures avant Joseph Borrell. Et autre nouvelle liée à la thématique russo-iranienne, le président russe devrait se rendre à Téhéran dans les prochaines semaines, peut-être les prochains mois, il n'y a pas de date, pour 2 visites en réalité, enfin 2 formats, un format bilatéral et un format à 3 avec la Turquie, qui est un format dit format d'Astana, qui est actif ou qui était actif et qui a peut-être vocation de redevenir sur la Syrie. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Arnaud. Enfin, tu en as dit beaucoup. Alors d'abord, je voudrais remercier Françoise qui nous dit on ne va pas survivre cet été sans vos Zooms. Je suis sûr que vous y arriverez. Nous, on va être triste aussi de ne pas vous retrouver régulièrement, mais Pavel fera le job. On a une question. Quelle sera, à votre avis, potentiellement la situation sociale et économique pour le peuple russe en septembre? Chômage, pouvoir d'achat, cours du rouble, par exemple. Alors ça, le cours du rouble, je mets au défi à qui que ce soit de nous donner le cours de rouble en septembre et aussi du baril, puisque ça, c'est les 2 choses qu'on ne peut jamais prédire. Mais pour le reste. Écoutez, la situation, selon toute vraisemblance, va se dégrader. Elle va se dégrader. Il y aura inévitablement un choc. Alors, il y a déjà le choc de l'inflation qui est en cours, que ressentent les Russes. L'inflation qui tend d'ailleurs à ralentir, mais qui reste à des niveaux proches de 16%. Donc ce choc-là, il est déjà présent. Le chômage, c'est possible, c'est même probable. Alors, est-ce qu'il s'agira d'un chômage de masse ou pas? Ce n'est pas certain. Mais on voit bien qu'il y a 2 types d'entreprises potentiellement concernées par des licenciements ou par le chômage partiel. C'est d'une part, évidemment, des entreprises occidentales qui partiraient dans de mauvaises conditions, dans des conditions conflictuelles. Et puis, il y a également des entreprises russes qui peuvent avoir des problèmes d'approvisionnement. Et là, on pense en particulier à l'automobile, mais pas que, en réalité. Donc, il faudra voir, évidemment. Et la géographie, pour le coup, encore une fois, je reste prudent, hein, mais la géographie de ce chômage lié aux sanctions ou à certaines défections occidentales, elle sera très différente du chômage, je dirais de la géographie du chômage habituel. Cette fois, ce sera plutôt la Russie qui allait bien jusqu'à présent qui pourrait être concernée. La Russie ouverte qui pourrait être touchée. Encore une fois, restons prudents, mais il y aura choc. Hein, quand vous perdez 8% de PIB en un an, il y a forcément une grosse secousse. Elle sera d'autant plus importante pour les Russes que, on le sait, la protection sociale est loin d'être aussi performante que chez nous en France. En d'autres termes, les allocations chômage ne permettent pas vraiment de vivre. Donc c'est une vraie question. Mais l'ampleur du phénomène, sa durée, tout ça reste encore assez flou. Si je puis me permettre de compléter ta réponse sur le chômage, une chose que l'on va probablement voir, c'est que j'en reviens à ta géographie, mais pour d'autres raisons, la géographie du chômage ne sera pas la même entre
la campagne et les villes, et entre les grandes villes et les moyennes villes. Donc, on aura probablement assez peu de chômage sur Moscou. Saint-Pétersbourg devrait s'en sortir pas trop mal, mais évidemment, il y a tout un tas de villes moyennes qui, elles, peuvent beaucoup souffrir, comme notamment tu l'avais mentionné dans l'automobile. Donc des villes comme Tolyatti, Samara, mais d'autres villes qui sont Nijni, oui, Nijni Novgorod, qui est aussi une ville automobile. Donc, et toutes les villes mono-industrie qui peuvent être touchées. Donc, on risque d'avoir des niveaux de chômage extrêmement différents d'une région à l'autre en Russie. Pour la question sociale aussi dont tu parlais, en fait, il n'y a pas de chômage en Russie. Enfin, les dédommagements sont très faibles. Ce que j'ai vu dans toutes les crises, ce qui est plutôt intéressant, c'est que vous voyez justement en France, par rapport aux pays anglo-saxons, lorsqu'on avait une crise, on l'a vu en 2008 et en 2009, tout d'un coup, les chômages explosent dans les pays anglo-saxons et donc là, la consommation diminue extrêmement vite, extrêmement fortement. On l'a vu aux États-Unis, en Angleterre, alors qu'en France, la consommation se maintient malgré le chômage parce que, évidemment, tout ce qui est répartition sociale est très forte en France. Eh bien, bizarrement, on pourrait penser qu'en Russie, où il n'y a pas de chômage, on va assister à une baisse très forte de la consommation. Ça n'arrivait pas. Et ça n'arrive pas pourquoi? Parce que c'est une société d'entraide qui est très forte. Et donc, et on le voit chez les employés avec lesquels nous travaillons chez Ernst & Young ou d'autres sociétés. C'est-à-dire que les petits-enfants aident les grands-parents et aident les parents. Et, enfin, tout le monde s'entraide au sein d'une même famille. Et ça joue un rôle extrêmement important ici. Et ça a empêché toute baisse de la consommation. Je me souviens, notamment dans la dernière grande crise en 2009 ici, la baisse de la consommation était extrêmement minime alors qu'ils étaient extrêmement touchés par le chômage. Donc voilà, donc je pense que ça sera des amortisseurs sociaux qui seront très forts aussi. On nous dit que c'est une question très intéressante et on pourrait poser la même pour la France. Mais là, pour la France, je pense qu'on n'a pas les compétences pour répondre. Mais oui, quelle sera la situation de la France en septembre? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, parce que le chiffre vient de tomber, c'est que l'inflation en France cette année sera autour de 6,5. C'est un chiffre de Bercy. 6,5, c'est pas vu ça. Ah, oui. Donc voilà, c'est une des données du problème français. Pour le rouble, nous demande-t-on, pourquoi l'État continue à limiter les transferts des particuliers en devises à l'étranger alors qu'ils veulent affaiblir le rouble par rapport au dollar et à l'euro? Il y a un vrai dilemme, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des devises. Alors les transferts, c'est assez anecdotique en réalité. Ce n'est pas les transferts de particuliers, a fortiori, qui vont infléchir le cours du rouble. Alors ils pourraient le faire en réalité. Mais ce qui compte vraiment, c'est la reprise des importations. Le rouble va commencer à baisser, je pense, durant l'été, mais surtout à la rentrée, parce que de nouveaux circuits logistiques seront en place et que voilà, les importations vont reprendre. Donc il y aura une demande de devises et ce tas de devises pourra commencer à être asséché. Et les transferts particuliers, ça nous concerne potentiellement, mais ce n'est pas ça qui pèse dans l'équation. Une question sur l'automobile, justement. Il y a un décret qui est très connu qui s'appelle le décret 719 pour la localisation dans l'automobile. Et on nous demande, y a-t-il une remise en question des assouplissements et autres? Mais on ne sait pas ça, j'imagine. Donc, on ne peut pas vous répondre à cette question à l'heure actuelle. Mais on va regarder. Boris, tu peux noter. Quid de la situation concernant IKEA au regard de la loi sur l'administration extérieure des entreprises étrangères? Alors d'abord, la loi n'est toujours pas passée, mais IKEA a commencé à licencier ses employés. Mais que va-t-il se passer? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas si tu as entendu quoi que ce soit avec IKEA. Alors oui, ils avaient annoncé payer leurs salariés jusqu'au 31 août.
Et là, apparemment, en espérant que les choses se tasseraient, si j'ose dire, au 31 août, ils ont dû en arriver à la conclusion que ce ne serait pas le cas, et donc ils ont pris la décision de partir. Alors, ils gardent les centres commerciaux méga, hein, les murs qui généralement leur appartiennent, ça ils gardent. Par contre, les magasins Ikea probablement cesseront d'exister au 1er septembre. Et effectivement, Evtushenkov, il y a des noms d'entreprises russes potentielles intéressées ont filtré dans la presse. Oui, c'est les usines, ce n'est pas les magasins. Ouais, le problème des magasins, c'est que d'abord Ikea est unique et il n'a aucun concurrent, ni même à travers le monde. Donc le problème des magasins, c'est qu'ils attirent un nombre de visiteurs absolument considérable et que les centres dans lesquels ils sont s'appellent méga, s'appellent méga parce qu'ils sont énormes. À partir du moment où vous avez un Ikea en moins, ben, les centres ont beaucoup moins de visiteurs et on le voit, si je comprends bien, au centre le plus connu de nous tous, qui est le méga qui se trouve près de la route de l'aéroport de Sheremetyevo, paraît-il une chute de ces visiteurs absolument énorme. Alors s'ils ferment, ils ont beau détenir tous les magasins, ben, ils vont perdre beaucoup d'argent aussi dans les mégastores. Donc c'est pour l'instant l'équation d'IKEA, je la comprends pas très bien, mais ils ont un risque de toute façon de se faire chasser par le gouvernement russe qui va leur dire si vous partez, ben, vous mettez la clé sous la porte, on va reprendre en main les choses. Mais ils ne pourront pas remplacer les magasins en tant que tels. Autant ils ont pu proposer à Renault de reprendre à Oftovaz par une autre société, autant là, je ne vois pas comment ils vont faire avec les mégas. Les mégas peuvent être amortis, mais il y a des loyers quand même qui rentrent. Et les loyers sont très chers dans les mégas. Non, mais en termes d'amortissement, oui, mais en termes de revenus, c'est fini. Donc voilà, et on n'a plus de questions. On nous dit, ok, merci, tenez bon et bon week-end. Donc, il faut qu'on réponde à la question sur le 719, Boris. Mais si vous n'avez plus de questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Nous sommes vendredi soir. Alors, on nous dit, on en a une là pour les entreprises de technologie comme Airbus et Thales. Est-ce achetable si seuls des Russes peuvent les diriger? Alors, ça, je ne pense pas que ce soit achetable, parce que ce sont des entreprises de défense, enfin Airbus, oui, aussi de défense, mais fait des avions, c'est pas achetable. Et Thales, non, ça l'est pas du tout. Ils ont encore un bureau de représentation ici, mais ils font que de la représentation. Alors, on nous dit Grégory Leps et Little Big ont quitté la Russie après Pugatchova, Galkin et d'autres. Qui va animer les shows TV de fin d'année avant le discours de Poutine? Je ne sais pas, mais je pense que les candidats ne manqueront pas. Enfin, il faut vraiment prendre à la légère. Enfin, il faut pas prendre à la légère ces annonces parce qu'il y a eu énormément de rumeurs. On passe notre temps à voir à la télévision des vidéos de tel ou tel Sobchak et autres qui posent devant des en expliquant qu'ils ne sont ni en Turquie, ni en Géorgie, ni en Arménie, ni en Grande-Bretagne, mais bel et bien en Russie. Donc, à ma connaissance, Leps chantait il y a la semaine dernière au Forum de Saint-Pétersbourg. Ça serait assez étonnant d'émigrer quelques jours après, ou peut-être après avoir effectivement rassemblé des cachets pour permettre de vivre quelque temps à l'abri du besoin. Mais en tout cas, ces histoires de vedettes qui vont et qui viennent sont à prendre avec la plus haute prudence. Une autre question un peu du même type concernant l'enseignement et l'éducation en Russie. Savez-vous si de nouveaux programmes seront définis? Exemple, moins d'anglais à l'école, révision des programmes d'histoire. S'il y a moins d'anglais, on essaiera de mettre plus de français. Mais moins d'anglais, j'en ai pas entendu parler. L'histoire, le programme d'histoire va s'enrichir de nouvelles pages, si j'ose dire, très contemporaines, avec la campagne du Donbass. Ça a été dit. Voilà. Pour les lycéens proches du bac qui s'occupent d'histoire contemporaine. Donc oui, une révision du programme d'histoire. Mais voilà pour les questions aujourd'hui. Nous n'avons pas d'invité surprise, mais je vous promets qu'on en aura un la semaine prochaine. Pavel, tu veux dire quelque chose sur notre 70e briefing? Non, effectivement, le chiffre 70 éveille beaucoup moins d'idéaux, d'horizons balistiques que la session précédente.
Donc de là à vous faire rêver, c'est un défi qui me paraît difficile à relever. Suivez-nous sur le site internet, profitez bien de la canicule et surtout tenez bon. Merci, la CCFR reste à vos côtés. Bon week-end. On se retrouve à 19 h pour ceux qui sont à Moscou, à côté d'ici. Et surtout, voilà, tenez bon également et bon week-end. Mais voilà, bon week-end à tout le monde. Au revoir.